Imaginez la France, berceau de la paix et de l'élégance. Mais sous cette façade se cache un mensonge. La nature peut frapper ici aussi. Tempête, tremblements de terre, vagues de chaleur. Découvrez les 7 fois où la France a été frappée par des catastrophes dévastatrices. Catastrophe 7. Vaison-la-Romaine. L'onde assassine. Nous sommes le 22 septembre 1992. C'est la fin de l'été en Provence. La ville de Vaison-la-Romaine, joyau médiéval et romain du Vaucluse, profite de la douceur de l'arrière-saison. Les touristes flânent dans les ruelles pavées, les retraités profitant des terrasses. Mais au-dessus du mont Ventoux, le ciel s'assombrit avec une violence anormale. Ce n'est pas une simple pluie qui s'annonce, c'est un déluge biblique. Un phénomène orageux stationnaire se bloque au-dessus de la vallée de l'Ouvèze. L'Ouvèze. En temps normal, c'est un cours d'eau charmant, presque inoffensif, où l'on vient tremper les pieds. Mais en quelques heures, la rivière va se métamorphoser en un dragon de boue et de débris. Il tombe l'équivalent de 6 mois de pluie en 4 heures. Le bassin versant sature instantanément. L'eau n'a plus nulle part où aller, alors elle monte. Elle monte vite, trop vite. Le niveau de la rivière grimpe de 17 mètres. Essayez de visualiser cela. Imaginez un immeuble de 5 étages fait d'eau boueuse, de troncs d'arbres arrachés et de rochers qui dévalent la vallée à la vitesse d'un cheval au galop. Il est environ 15 heures quand l'horreur frappe. Le bruit est assourdissant. Un grondement sourd qui fait trembler le sol, semblable à un train de marchandises qui foncerait droit sur la ville. Au niveau du pont romain, qui a survécu à 2000 ans d'histoire, l'eau passe par-dessus le tablier. Le drame absolu se joue au lotissement du Théos et surtout au camping municipal. Là-bas, c'est un piège mortel. Les campeurs, surpris, n'ont aucune chance. La vague de 17 mètres ne frappe pas comme une inondation classique qui monte petit à petit. C'est un mur. Elle attrape les caravanes comme si c'étaient de vulgaires boîtes d'allumettes. Elle soulève les voitures avec leurs passagers à l'intérieur et les projette contre les façades des maisons ou les broie contre les piles des ponts. Les images d'archives sont terrifiantes. On y voit des caravanes blanches, disloquées, tourbillonner dans un flot marron et visqueux, emportant avec elles des familles entières qui hurlaient à l'aide quelques secondes plus tôt. Les secours sont impuissants. Les hélicoptères tentent des manœuvres suicidaires pour élitreiller des survivants accrochés au toit ou aux cimes des arbres, priant pour que les racines tiennent bon. Le bilan est lourd, insupportable, qu'à 46 morts. Pour la plupart, des vacanciers venus chercher le soleil, qui ont trouvé la mort dans la boue. On retrouvera des corps à des dizaines de kilomètres en aval, charriés jusqu'au Rhône. Vaison-la-Romaine a laissé une trace indélébile dans la psyché française. Ce jour-là, la France a compris que l'on avait construit n'importe où, n'importe comment, défiant les lits majeurs des rivières. La nature a simplement repris ses droits, avec une brutalité sans nom. Catastrophe 6, Paris 1910. Le naufrage de la ville lumière. Remontons le temps. Janvier 1910. Paris est la capitale du monde, le centre de la belle époque. L'électricité commence à se répandre. Le métropolitain est la fierté de la nation. L'industrie tourne à plein régime. Mais cet hiver-là, il pleut sans discontinuer sur le bassin parisien. Les sols sont gorgés d'eau comme une éponge saturée. En amont, l'Yonne et la Marne débordent. Et tout converge vers un seul point, Paris. Ce n'est pas un tsunami soudain comme à Vaison. C'est une lente agonie. Une montée inexorable, jour après jour, heure après heure, qui va paralyser le cœur économique de l'Europe. Le zouave du pont de l'Alma, cette statue qui sert de repère aux Parisiens, a de l'eau jusqu'aux épaules. La Seine atteint la cote historique de 8,62 m. Imaginez la Seine, les égouts de Paris, ce labyrinthe souterrain complexe, sature et refoule. L'eau ne vient pas seulement du fleuve, elle jaillit des bouches d'égouts, noires, puantes, chargées de détritus et de maladies. Les tunnels du métro, creusés récemment, se transforment en canaux souterrains, engloutis sous des tonnes d'eau. La ville moderne, si fière de sa technologie, est mise à genoux. 20 000 immeubles sont inondés. Des quartiers entiers, comme la gare Saint-Lazare ou les environs de la Tour Eiffel,
deviennent des extensions du fleuve. L'électricité est coupée. Plus de lumière, plus de chauffage en plein mois de janvier. Paris devient une ville fantôme, sombre et glaciale, où le seul bruit est le clapotis de l'eau contre les façades haussmanniennes. Les photos en noir et blanc de l'époque sont surréalistes. On y voit des députés se rendre à l'Assemblée nationale en barque. On voit des passerelles de bois, montées à la hâte par le génie militaire, serpentant au-dessus des rues transformées en rivières, où les Parisiens en chapeau haut de forme tentent de garder l'équilibre. On voit des chevaux de trait nageant avenue Montaigne. Mais le plus effrayant, ce n'est pas l'eau, c'est ce qu'elle apporte. Les rats, chassés des sous-sols, des millions de rongeurs envahissent les étages supérieurs et les greniers, propageant la peur du typhus et d'épidémies médiévales. Il n'y a eu que très peu de morts directes, mais le traumatisme économique est colossal. 1,5 milliard de francs hors de dégâts. C'est un désastre financier absolu. Paris a été humilié. Et aujourd'hui encore, cette catastrophe hante les autorités. Les hydrologues le savent, la crue centennale n'est pas une possibilité, c'est une certitude statistique. Elle reviendra. Et avec nos infrastructures modernes, nos réseaux électriques enterrés et nos serveurs informatiques en sous-sol, les dégâts ne se compteront plus en milliards, mais en dizaines de milliards, provoquant une paralysie totale de l'économie française. Paris vit en sursis. Catastrophe 5, les tempêtes Lothar. Et Martin, le vent du siècle. Noël, 1999. La France digère à peine le réveillon. Les enfants jouent avec leurs nouveaux jouets. Les familles sont réunies. La météo annonce du vent. Mais personne, absolument personne, n'imagine ce qui arrive depuis l'Atlantique. Les modèles météorologiques ont failli. Ce qui se dirige vers l'Europe n'est pas une tempête. Ce sont 2 bombes météorologiques à retardement. Le matin du 26 décembre, le monstre Lothar frappe le nord de la France. C'est une violence inouïe. On ne parle plus de vent, mais d'un souffle divin capable de tout raser. Les anémomètres s'affolent et finissent par exploser. On relève 180 km à Saint-Malo et jusqu'à 272 km/h au sommet des montagnes. C'est la vitesse d'un TGV. Le bruit est terrifiant. Les témoins racontent un hurlement continu, strident, comme si un avion à réaction décollait dans leur jardin. Les toits des maisons sont arrachés comme des feuilles de papier. Les pylônes électriques à haute tension, ces géants d'acier censés être indestructibles, sont tordus, pliés en 2, jetés au sol. Mais le pire est pour nos forêts. En quelques heures, des paysages qui avaient mis des siècles à pousser sont anéantis. Le parc du château de Versailles, l'orgueil des rois de France, est dévasté. 10 000 arbres historiques, dont certains plantés sous Marie-Antoinette et Napoléon, sont brisés net. C'est un carnage végétal. Vu du ciel, on dirait qu'un géant a marché sur la forêt, écrasant tout sur son passage. À peine le pays tente-t-il de se relever, que le lendemain, le 27 décembre, la seconde lame, Martin, frappe le sud de la France. C'est le coup de grâce. Au total, ces 2 tempêtes tueront 92 personnes. Des gens écrasés dans leurs voitures, tués par des chutes de cheminées ou de tuiles. Le lendemain matin, la France se réveille dans un décor de guerre. 3,5 millions de foyers sont plongés dans le noir, sans électricité, sans chauffage, au cœur de l'hiver. Certains villages resteront isolés pendant des semaines, coupés du monde par des murs de troncs d'arbres. Le réseau électrique français est à terre, littéralement détruit. 300 millions d'arbres sont tombés en 3 jours. C'était il y a plus de 20 ans, mais ceux qui l'ont vécu s'en souviennent avec un frisson. La sensation de vulnérabilité totale face à un ciel devenu fou. Ce sentiment de fin du monde, juste après la fête de Noël, a marqué une génération entière. On a compris que nos toits, nos murs et nos technologies ne pesaient rien face à un vent de 200 km/h. Catastrophe 4. La canicule. Le tueur silencieux. Août 2003. La France est en vacances. Les grandes villes se sont vidées. Les Parisiens sont partis chercher la fraîcheur sur les côtes. Le pays tourne au ralenti, plongé dans une torpeur estivale que l'on croit habituelle. Mais cette année-là, le soleil ne se contente pas de briller. Il brûle, il calcine. Ce qui commence comme une simple vague de chaleur va se transformer en la plus grande catastrophe sanitaire civile de notre histoire. Ce n'est pas un événement spectaculaire.
Il n'y a pas d'éclair, pas d'explosion. Juste un thermomètre qui grimpe jour après jour et qui refuse de redescendre la nuit. Dans les appartements mal isolés des grandes villes, sous les toits de zinc parisiens qui agissent comme des radiateurs géants, la température intérieure dépasse les 35, voire 40 degrés. La nuit, l'air reste étouffant. Les corps n'arrivent plus à refroidir. Le mécanisme de régulation thermique humain s'épuise et les plus faibles commencent à mourir. Le drame, c'est que personne ne le voit tout de suite. C'est une hécatombe à huis clos. Les victimes sont nos aînés, des grands-mères, des grands-pères, laissés seuls dans leurs appartements pendant que leurs familles sont à la plage, injoignables ou insouciantes. Ils s'éteignent doucement, déshydratés, confus, retombant en enfance, incapables d'atteindre un verre d'eau. Au bout de quelques jours, le système de santé s'effondre. Les urgences sont saturées par des patients en hyperthermie. Les médecins, en sous-effectif à cause des congés, doivent faire du tri comme en temps de guerre. Mais le véritable film d'horreur se déroule dans les coulisses. Les chambres mortuaires sont pleines. Il n'y a plus de place pour les morts. L'État doit prendre des mesures d'une noirceur absolue. On réquisitionne des camions frigorifiques habituellement destinés au transport de viande pour y entasser les cadavres. Pire encore, on ouvre un hangar au marché international de Rungis. Là où transitent d'habitude les fruits, les légumes et les viandes qui nourrissent Paris, on aligne des centaines de cercueils dans le froid industriel. Le bilan final est un choc national, entre 15 000 et 19 000 morts en France. C'est 10 fois plus que les attentats du 11 septembre. C'est l'équivalent d'une petite ville rayée de la carte en 2 semaines. Cette catastrophe a révélé une vérité laide sur notre société. Nous avions abandonné nos vieux. La découverte de corps en décomposition dans des appartements parisiens, des semaines après la fin de la canicule, parce que personne n'était venu prendre des nouvelles, reste une tache indélébile sur notre conscience collective. La canicule de 2003 n'a pas seulement tué des corps, elle a tué notre innocence sociale. Elle a forcé la création de la journée de solidarité et changé pour toujours la façon dont nous construisons nos hôpitaux et nos maisons de retraite. Catastrophe 3, Xynthia, le piège de cristal. Si la canicule a tué par négligence, la tempête Xynthia a tué par avidité et aveuglement. Nous sommes le 27 février 2010. La côte atlantique est en alerte. Une dépression violente arrive. Mais ce soir-là, une conjonction astrale maudite se prépare. La tempête frappe exactement au moment de la pleine mer, avec un coefficient de marée très élevé. C'est ce qu'on appelle une surcote. L'océan gonfle, poussé par les vents, et devient plus haut que la terre. Le drame se concentre sur une petite commune au nom tristement prédestiné. La Faute-sur-Mer, en Vendée. Ici, on a construit des lotissements de luxe, des villas magnifiques pour retraités aisés, juste derrière une digue ancienne. On a construit dans une cuvette, en dessous du niveau de la mer, sur des zones qui auraient dû rester sauvages. L'immobilier valait de l'or, alors on a fermé les yeux sur le risque. Il fait nuit noire. Il est environ 4 heures du matin. Les habitants dorment paisiblement. Dehors, la mer monte. Elle ne frappe pas, elle submerge. La digue cède sous la pression. C'est ici que le piège se referme. Un piège technologique terrifiant. La tempête a coupé l'électricité. Les maisons sont plongées dans le noir. Réveillés par l'eau qui envahit leurs lits, les habitants tentent de fuir. Ils se précipitent vers les fenêtres. Mais ces villas modernes sont toutes équipées de volets roulants électriques. Sans courant, les moteurs sont morts. Les volets sont bloqués en position fermée. Les victimes se retrouvent emmurées vivantes chez elles. L'eau monte. 1 mètre, 2 mètres. Les meubles flottent et bloquent les portes. Les retraités, paniqués, tentent de briser le double vitrage renforcé, conçu pour résister aux effractions, avec des chaises ou leurs propres mains. Impossible. Ils sont dans un aquarium qui se remplit. Certains périront noyés, collés au plafond de leur salon, en griffant le plâtre jusqu'à leur dernier souffle. D'autres réussiront, miraculeusement, à casser une tuile du toit pour s'y réfugier, grelottant dans la tempête en entendant les cris de leurs voisins s'éteindre un à un. Au matin, le bilan est lourd, 53 morts, dont 29 rien que dans ce quartier de la Faute-sur-Mer. La réponse de l'État sera brutale, à la hauteur du choc.
Des zones de solidarité, rebaptisées zones noires par les habitants, sont tracées. Le gouvernement décrète que ces endroits sont inhabitables. C'est trop dangereux. On exproprie. S'ensuit un spectacle post-apocalyptique. Des bulldozers viennent raser des quartiers entiers de villas neuves, encore remplis des souvenirs de leurs propriétaires. Aujourd'hui, là où vivaient des familles, il ne reste que de l'herbe et le bruit du vent. Xynthia nous a rappelé que l'on ne négocie pas avec la mer, et que notre technologie domestique, censée nous protéger, peut se retourner contre nous en une fraction de seconde. Catastrophe 2. Le barrage de Malpasset. Le tsunami de béton. 2 décembre 1959. La nuit tombe sur la vallée du Réran, juste au-dessus de la ville de Fréjus, sur la côte d'Azur. La France des 30 Glorieuses est fière. Elle construit, elle s'industrialise. Le symbole de cette puissance, c'est le barrage de Malpasset, une voûte de béton ultra fine, un bijou d'ingénierie censé dompter l'eau pour irriguer la région. Mais depuis des semaines, des pluies torrentielles s'abattent sur le Var. Le lac de retenue derrière le barrage est plein à craquer. La pression sur la paroi est titanesque. À 21h13, l'impensable se produit. Le gardien du barrage entend un craquement sinistre, comme un coup de tonnerre qui viendrait de la terre elle-même. En une fraction de seconde, la montagne cède. Le barrage n'est pas seulement fissuré, il explose littéralement. Ce qui déferle dans la vallée n'est pas une inondation, c'est une exécution. Une vague de 40 mètres de hauteur. Imaginez un immeuble de 12 étages, s'élance à 70 km/h. La vague est si puissante qu'elle ne contient pas que de l'eau. Elle pousse devant elle un mur d'air comprimé qui explose les portes et les fenêtres des maisons avant même que l'eau ne les touche. Elle charrie des blocs de béton du barrage pesant 600 tonnes. Oui, 600 tonnes. Ces monstres de pierre sont projetés comme des galets à des kilomètres de distance. Dans la vallée, c'est l'apocalypse. La vague arrache les rails de chemin de fer, tord les pylônes électriques comme du fil de fer, et rase la végétation jusqu'à la roche-mère. Il n'y a plus d'arbres, plus de terre, plus rien. Juste la pierre nue. Les habitants de Fréjus entendent un grondement sourd qui se rapproche. Ils n'ont aucune chance. La ville est balayée. En 20 minutes, c'est fini. Le silence retombe, lourd, mortel. Au petit matin, le soleil se lève sur un paysage lunaire. 423 personnes ont perdu la vie. Des familles entières ont disparu, leurs corps emportés jusque dans la mer Méditerranée. C'est la plus grande catastrophe civile du XXe siècle en France. Elle reste aujourd'hui une leçon d'humilité sanglante. Quand l'homme tente d'enfermer la nature derrière un mur, il doit être sûr que ce mur tiendra, car si la nature s'échappe, sa vengeance sera totale. Catastrophe 1. Le tsunami de Nice. L'oublié de la Riviera. Nous y sommes. Le numéro 1. Pourquoi cet événement est-il premier, alors qu'il a fait moins de morts que la canicule ou Malpasset? Parce qu'il est impossible. Parce qu'il défie tout ce que nous croyons savoir sur la géographie française. Si je vous dis tsunami, vous pensez à l'Indonésie, au Japon, à la Thaïlande. Vous ne pensez pas à la promenade des Anglais. Et pourtant, 16 octobre 1969, Nice, la ville est en plein chantier. On agrandit l'aéroport international, le deuxième de France, en construisant une extension sur la mer. On remblait des tonnes de terre au large pour gagner du terrain. C'est un projet pharaonique, mais la géologie sous-marine est instable. Trop instable. En début d'après-midi, le sol marin s'effondre. Un glissement de terrain gigantesque se produit sous l'eau. Des millions de mètres cubes de sédiments dévalent la pente continentale vers les abysses. Cet effondrement crée un appel d'air, une aspiration colossale. Sur la côte, les témoins assistent à un phénomène digne d'un film d'horreur. La mer se retire. À Antibes, le niveau de l'eau baisse subitement, laissant les bateaux des ports à sec, couchés sur le flanc dans la boue. Les poissons s'agitent sur le sable. Le silence se fait. Les gens regardent l'horizon, incrédules. Ils ne comprennent pas. Puis, la mer revient. Elle ne revient pas calmement. Elle revient sous la forme d'une série de vagues. Un tsunami frappe la baie des Anges et la ville d'Antibes. Une onde de plus de 3 mètres de haut déferle sur la plage de la Salice. Elle emporte tout. Les voitures garées sur le front de mer,
les terrasses de café et les promeneurs imprudents. L'eau s'engouffre loin dans les terres, dévastant des quartiers résidentiels que l'on croyait intouchables. Le chantier de l'aéroport est englouti. Le matériel de construction, les engins, tout disparaît dans les profondeurs. Officiellement, le bilan est de 11 morts. Mais de nombreux corps n'ont jamais été retrouvés, aspirés par le glissement de terrain vers les grands fonds de la Méditerranée. Ce qui est terrifiant avec le tsunami de Nice, c'est l'amnésie collective. C'est arrivé il y a à peine 45 ans, sur la côte la plus touristique du monde, et pourtant, personne ne s'en souvient. Comme si le traumatisme était trop absurde pour être réel. Comme si admettre que la Côte d'Azur peut être frappée par un raz-de-marée risquait de faire fuir les touristes et les investisseurs. C'est la preuve ultime que nous ne sommes en sécurité nulle part. Même sur une plage de rêve, sous le soleil de Nice, la terre peut trembler et la mer peut nous avaler. Nous aimons penser que notre monde moderne, avec ses satellites, ses barrages et ses prévisions météo, nous a rendus maîtres de la Terre. Ces 7 catastrophes sont là pour nous rappeler une vérité fondamentale. Nous ne sommes que des locataires. Et parfois, le propriétaire décide de reprendre les clés avec violence. De la boue de Vaison-la-Romaine aux vagues de Nice, la France porte les cicatrices de ses guerres perdues d'avance. La question n'est pas de savoir si une nouvelle catastrophe va arriver. La question est de savoir quand. Et surtout, serons-nous prêts ? Si ce voyage au cœur du chaos vous a marqué, et si vous voulez découvrir d'autres pans sombres de l'histoire que l'on tente de nous cacher, une seule chose vous reste à faire. Abonnez-vous et activez la cloche. On se retrouve très vite pour une nouvelle enquête.